Bonjour à toutes et à tous, Sophie sur Radio Gemozo pour mon émission Culture Web. Aujourd'hui, je reçois Sophie Berger qui nous anime la page Créer son bien-être sur Facebook. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour les Vosgiens. Donc déjà pour te resituer, j'aimerais savoir quel est ton parcours, qu'est-ce qui te pousse à animer tellement de choses sur Facebook, écrire tellement d'articles et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu passes tellement de temps, enfin d'où te vient ton énergie quoi. Voilà. Bon alors, mon itinéraire déjà, je vais le retracer brièvement. Donc en fait j'ai fait un bac à 3, lettres artistiques. J'étais très intéressée par l'art et la créativité. J'étais une enfant très créative. Donc j'ai commencé par des études d'art, beaux-arts, et puis une école de design. Et puis je m'intéressais beaucoup à la psychologie. Donc en fait j'ai fait des études de psycho, et puis j'ai cru trouver ma voie, puisque j'ai trouvé une filière par Paris 5 et Sainte-Anne en art-thérapie. Donc je me disais c'est parfait, parce que j'aime l'art et la psychologie. C'était un mix des deux en fait. Pardon ? C'était un mix. J'ai relié les deux à travers l'art-thérapie, mais j'ai pas eu l'occasion d'exercer beaucoup en art-thérapie, et j'ai cheminé en fonction des opportunités que j'ai eues dans la vie. Donc à un moment donné, je travaillais pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris. J'animais des ateliers créatifs à mi-temps, et puis je travaillais aussi pour les musées de cire. Je participais à la création des personnages de cire, je travaillais pour un sculpteur. Et puis après, j'ai eu une autre opportunité d'enseigner pour le bac international. Donc je suis partie à l'étranger et j'étais prof d'art visuel et de design. Donc ça a été une aventure passionnante. Et j'avais une activité personnelle, m'étais investie dans le yoga. Et donc je me suis intéressée au chakra, au reiki. Et puis de fil en aiguille, après j'ai fait du qigong. Je suis arrivée sur le shiatsu. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai commencé une formation en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai toujours été intéressée aussi par la diététique, la naturopathie, donc je creuse beaucoup, j'ai pas mal de bouquins là-dessus. Mon blog, le but, c'est d'y mettre tous les outils qui m'ont servi. On va rappeler déjà comment le trouver sur internet. Oui, c'est créer du 6 son du 6 bien du 6 être, donc créer son bien-être, point, blog forever, donc blog 4 ever.com. Voilà. Et donc il y a une multitude d'outils qui servent au bien-être, au développement personnel, la santé, voilà, des approches, beaucoup d'approches corps-esprit, tout ce que j'ai expérimenté moi-même, des techniques que j'exerce. Donc en fait, pour terminer mon itinéraire, donc voilà, au terme de tout ce cheminement et de toutes ces formations, comme j'étais spécialisée en stress et traumatisme d'un point de vue psycho, donc j'ai commencé à proposer mes services dans les entreprises. Je m'occupe de la gestion du stress. Et donc mon approche se veut multidimensionnelle, dans le sens où voilà, je prends en compte l'émotionnel, le physique et l'énergétique. Et j'essaye d'apporter tout un tas d'outils pour soulager les gens de leur stress et des maux du corps aussi. Voilà. D'accord. Donc nous rencontrons aujourd'hui suite à 2 articles que tu as écrits sur ton blog, un qui est au sujet des peurs, qui est assez complet d'ailleurs, et l'autre qui s'intéresse à j'arrive pas à dire le mot, à l'épigénétique, voilà. Qui aborde une théorie selon laquelle nos pensées ont une influence considérable sur nos maladies. Donc, nos pensées, nos croyances, nos intentions. Donc, qui rejoint la physique quantique, parce qu'en fait, à un moment donné, des chercheurs très sérieux se sont rendus compte. Il y a une expérience très célèbre, j'ai oublié le nom, il y a un nom particulier, où ils se rendent compte que l'intention de l'expérimentateur influence les résultats de la recherche.
Donc c'est très, ça a pas mal bouleversé le champ de la science. Et ce qui est intéressant en fait de souligner, c'est que toute forme de connaissance, même scientifique, doit être vécue comme impossible, que rien n'a encore réfuté jusqu'à présent. Puisqu'en fait, la science évolue tout le temps. Et le problème, c'est que les gens prennent, quand on dit c'est scientifique, c'est comme si c'était une vérité absolue, immuable. Or, la science, elle évolue sans cesse. Et d'ailleurs, elle explique pas tout. Pardonne-moi de te couper. Moi, j'ai vu récemment, donc c'était une espèce, enfin, je veux dire, c'était un reportage sur la physique quantique où justement ils essaient ils ont essayé de nous démontrer le plus schématiquement possible. En fait, c'est par exemple, ils ont pris ils ont plongé un mur avec un trou. Oui, c'est ça. C'est l'expérience à laquelle je fais référence. Alors, elle a un nom parce que c'est une expérience classique, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, avec l'eau, il se passait d'abord avec un trou, il y avait une seule série de vagues avec les deux trous. Je l'ai mis sur le blog cette expérience. Je retrouverai, la retrouver. Et donc sur ensuite, l'article physique quantique. Donc ensuite, ils avaient essayé de faire la même chose avec des électrons. Et le fait en fait, ils se sont rendus compte que les électrons se comportaient pas du tout pareil que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Voilà. Et donc ensuite, ils ont déposé une caméra pour voir si ces électrons allaient pourquoi ces électrons se comportaient différemment de ce qu'ils avaient prévu. Et finalement, le fait de poser une caméra il y a eu une influence sur les résultats de l'expérience. Voilà, a influencé les résultats de l'expérience. Et ils en ont déduit que l'électron pouvait avoir une intelligence, sentir qu'on pouvait l'observer. Oui, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Effectivement, ça en a une. C'était leur déduction. Moi, je livre leur déduction telle que moi je l'interprète. Oui, parce qu'on interprète avec ce que l'on sait. Et en fait, on est complètement conditionné par ce qu'on sait actuellement. En fait, on a dissocié la matière de l'immatériel. Et de même qu'on dissocie l'esprit et le corps. Donc le corps qui est physique et matériel et l'esprit qui est impalpable. Et on n'est pas encore arrivé, ça vient, et on n'est pas encore arrivé à réunifier sous le terme d'énergie, puisqu'en fait, que ce soit physique ou pas physique, tout est énergie. Et en fait, justement, à travers la physique quantique et épigénétique, on va vers une réunification. Disons que moi, je pense que c'est, je veux dire, la séparation telle que tu l'as décrit entre le matériel et l'immatériel, c'est une approche, je pense, typiquement occidentale. Si maintenant. Oui, on est beaucoup plus matérialiste, nous, en Occident, effectivement. Il y a eu certes des grandes avancées dans la science, mais je pense que nous ne sommes pas si en avance que ça quand on regarde d'autres cultures qui s'intéressent justement à d'autres types d'approches, que ce soit spirituel, énergétique. Il y a d'autres types oui, bien sûr, d'approches. Mais si tu veux, le problème de l'occidental, c'est que quand c'est pas scientifiquement démontré, ça n'a pas de validité. Et on est quand même fortement influencé par nos scientifiques. Donc je vais expliquer après par Darwin en l'occurrence. Donc j'en reviendrai, c'est très lié avec l'épigénétique. Mais au XVIIe siècle, Descartes rejetait l'idée que l'esprit puisse avoir une quelconque influence sur le corps. Ça a beaucoup influencé, pas seulement les scientifiques et le corps médical, mais si tu veux, même nous, Français lambda, on est influencés par la pensée de nos scientifiques. Selon lui, le corps physique était fait de matière concrète et l'esprit de matière non identifiable.
et donc clairement immatériel. Et à défaut d'identifier la nature de l'esprit, Descartes a abandonné l'énigme philosophique impossible à résoudre. Et donc l'esprit non physique que voyait Descartes a été même appelé le fantôme dans la machine par Gilbert Ryle, je crois, dans son livre. Il y a un bouquin qui s'appelle The Concept of Mind. Et bon, c'est dommage par ailleurs parce que Descartes, il a aussi fait des recherches hyper intéressantes sur la glande pinéale. Et il y voyait le siège de l'âme. Donc mais bon, comme c'était pas, quand c'est pas scientifiquement prouvable ou démontrable, si tu veux, ça crée une barrière parce que la science veut des choses concrètes. Elle veut avoir un contrôle et une maîtrise. Et en fait, on peut pas tout expliquer. Voilà. Enfin, l'état actuel des choses, mais peut-être qu'on y parviendra. Bah, je pense qu'il y a oui. L'univers quantique réunit ce que Descartes avait séparé. L'esprit, l'énergie qui émane du corps physique. Voilà. Bah, pour moi, la physique quantique, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment récemment, qui rejoint, enfin, on en a parlé ensemble en antenne. Pour moi, ça rejoint la pensée, l'action de la pensée sur la guérison d'une maladie, telle que tu l'as décrivée dans ton article sur l'épigénétique. Pour moi, ça rejoint. J'ai récemment, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, dans la vidéo du pouvoir de la guérison. Ouais, c'est le pouvoir de la pensée sur la guérison de Richard Dwayne, où effectivement il expliquait le nom, enfin le fait d'exercer son esprit, de guider ses pensées vers la gratitude, des sentiments, voilà, de ce que lui a décrit dans sa vidéo, de haute énergie. Souvent permet de rester le plus calme possible et d'éviter au maximum les dangers. C'est très schématique ce que je dis, évidemment, pour une vidéo de 1h30. J'essaie d'abréger au maximum. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des formes de pensée autres que occidentales qui étaient très avancées mais qu'on n'a pas forcément pris au sérieux. Moi, je m'intéresse beaucoup, non pas au bouddhisme, mais au taoïsme. C'est très lié avec la médecine chinoise. Et dans l'esprit taoïste, justement, si tu veux, l'homme, il est entre ciel et terre, donc entre esprit et l'esprit qui est du côté de l'immatériel et du ciel, et le corps matériel qui est donc concret, qui est l'enracinement et la terre. Et en fait, l'équilibre est toujours entre les deux. C'est-à-dire, alors effectivement, il y a l'état d'esprit qui joue, mais il y a aussi le fait d'être bien ancré. Alors il y a beaucoup dans mes pratiques, il y a beaucoup d'exercices comme ça. Je travaille aussi beaucoup sur l'ancrage et l'enracinement, le centrage, etc. Ça joue énormément aussi sur l'équilibre physique et psychique. Pour les auditeurs qui n'ont jamais pratiqué, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que... Si tu veux, il y a beaucoup d'exercices comme ça. Donc c'est pareil, le Qigong, c'est un des outils de la médecine chinoise. Donc la médecine chinoise est complètement basée sur le taoïsme. Donc c'est aussi l'observation. Si tu veux, dans l'esprit taoïste, le sage observe la nature et s'en inspire. Comme moi. voilà. Et donc en fait, par exemple, quand la visualisation donc joue beaucoup, mais aussi le corps. Alors par exemple, on peut trouver sur mon blog bien sûr, mais aussi sur internet, si vous cherchez la position ou la technique d'enracinement ou technique de l'arbre, on doit trouver des choses avec ces mots clés là, je pense. Donc on visualise, c'est un état, on se met dans un état de relâchement, donc un état modifié de conscience. Donc vous verrez aussi si vous venez sur le blog que selon les ondes qu'on émet, c'est-à-dire que selon l'état de conscience dans lequel on se trouve, le cerveau, maintenant c'est démontré, le cerveau n'émet pas les mêmes ondes. Donc il y a les ondes bêta, les ondes gamma, etc. Et il y a des ondes qui sont plus propices justement au bien-être
et à l'auto-guérison, à la visualisation créatrice, etc. Donc en fait, on se met dans une position détendue qui n'est pas... Donc l'état d'esprit optimal, c'est entre veille enfin, comment dire, c'est-à-dire que le corps reste tonique tout en étant complètement relâché. Donc on n'est ni endormi ni en plein éveil. On est entre deux. On est entre deux eaux. C'est un peu des états qu'on retrouve aussi dans la relaxation, dans la méditation, etc. À différents degrés, parce qu'il y a entre l'état de veille optimum et l'état de sommeil optimum, il y a toute une échelle. Donc en fait, on peut se visualiser comme un arbre en ayant une posture. On travaille sur la posture, sur l'alignement et sur la respiration. Le souffle est très important aussi. Et donc on se visualise arbre enraciné dans le sol, etc. Donc il y a tout un tas de techniques de cet ordre-là qui sont très utiles. C'est mais j'adhère complètement à toutes ces techniques, même si bon moi tout ce qui est médecine chinoise, je n'ai pas été initiée, mais je pense que souvent les tu peux t'initier à travers le blog, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Je passe à moi à le lire. Oui, non, mais après, tu pars par bribes, en fait, de fil en aiguille, voilà. Ouais. Il y a un article qui est très, très utile, c'est le souffle, c'est la vie, justement, pour travailler sur le souffle. C'est essentiel de partir de là, je pense. Mais effectivement, il y a beaucoup de techniques de relaxation qui sont... mais enfin, moi, je me base aussi sur mon propre vécu. Je pense qu'une technique de relaxation, déjà pour qu'elle soit efficace, il faut déjà essayer d'y croire. Si, il faut essayer, oui, il faut y aller ouvert. On peut essayer tout seul avec un CD où il y a des vidéos sur YouTube, j'en ai mis sur le site aussi. En fait, au départ, on y parvient seulement si on est guidé. Donc être guidé par une voix qui dirige la décontraction musculaire, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, par la suite, si on avance davantage et qu'on arrive à trouver un état de méditation, après on peut travailler même 5-10 minutes par-ci par-là dans n'importe quel endroit, même s'il y a du bruit autour, on peut s'isoler, on peut entrer. On peut avoir une petite micro-méditation de 5 ou 10 minutes qui fait un bien fou. Il y a plein d'études en fait qui ont démontré ça, ils se sont vraiment penchés là-dessus, sur les effets sur le cerveau et sur le corps, même sur les effets au niveau des performances. Ils ont fait des tests avec des adultes ou avec des enfants et les résultats des performances sont nettement supérieurs. Même après, par exemple, si on compare avec quelqu'un qui après une nuit de sommeil ou après 10 ou 20 minutes de relaxation ou de méditation, les performances sont meilleures. Donc ça a un effet vraiment puissant sur l'organisme. Et se sont rendus compte que les petites... Donc je me permets de te couper, Sophie. Donc la méditation, ça peut paraître une perte de temps, ce que je peux concevoir pour quelqu'un qui Non, mais maintenant c'est démontré que ça a des effets vraiment probants. Ouais. Donc souvent, c'est vrai aussi que je m'étais aperçue dans mes anciens dans les anciens postes où j'ai travaillé, le fait parfois de prendre 5 minutes pour se relaxer ou de mettre la personne en condition de rentrer en contact avec, ça permettait souvent de gagner. Pardon ? Et revenir dans le corps en fait, parce qu'en fait le truc c'est que quand on est stressé ou quand on se sent anxieux, on n'est pas en contact avec l'autre, tout simplement. Oui, mais même avec soi, c'est-à-dire que quand on est dans le mental, on n'est plus dans le corps. Et en fait, quand on se met en état de relaxation ou en état de méditation, pour y parvenir, il faut revenir dans le corps et dans les sensations du corps. On revient dans le ressenti intérieur, donc on passe par le souffle et on sent, quand on relâche nos muscles, on doit vraiment le sentir. Donc du coup, on revient dans le corps, on revient dans la terre et dans l'enracinement. Ça, c'est important à préciser, parce que c'est justement quand on est
que dans son mental, on est omnibulé, on rumine, on s'inquiète. Et c'est d'ailleurs par le mental que vient l'anxiété, la peur. À partir du moment où on revient dans le corps, on apaise tout. Et comment fonctionne le stress? Le stress, en fait, donc c'est une peur impalpable, c'est une peur qu'on imagine, qui n'est pas réelle, parce que si on est... Excuse-moi Sophie, on va essayer de revenir un petit peu sur l'épigénétique, excuse-moi. Je vais y revenir juste après, je veux juste finir ce que j'étais en train de dire, parce que c'est hyper important. Quand le stress se met en route, ou l'angoisse, ou la peur, il y a tout un effet physique en chaîne qui se met en action. Donc le battement du cœur s'accélère, on va pomper plus de sang, on a besoin de plus d'oxygène, etc. Parce que le corps, il fait comme s'il va être confronté à un réel danger et qu'il va devoir réagir, donc réfléchir plus vite et éventuellement courir ou se défendre, alors que c'est une peur qui n'est pas réelle. Donc en fait, quand on revient dans le corps et qu'on travaille sur sa respiration et sur le ressenti du corps, on fait tout redescendre. Le rythme du cœur descend, on va moins ventiler, et tout l'effet du stress s'annule. Voilà. Je voulais juste préciser ça, donc pour démontrer justement que c'est hyper important de ce genre de pratique, même juste avec la respiration. Voilà. Moi juste, justement quand j'avais vu un reportage concernant la physique quantique, et je l'ai aperçu sur moi-même. C'était en fait il arrive qu'on soit aussi sur comment dire, un état de dépendance quand on est par exemple quelqu'un qui a été battu, confronté à la violence. Est-ce que ce que je veux dire par là, la relaxation, j'en suis convaincue. La méditation, pour moi, c'est évident. C'est des choses qui me font, à moi personnellement, aller mieux. Mais comment est-ce que tu arrives à entrer en contact avec une personne qui a comment t'expliquer, qui a subi un traumatisme, qui a subi un traumatisme, qui se rend pas compte de l'état d'angoisse dans lequel il peut être. Oui, tu as raison de souligner, parce qu'en fait, quand on est confronté à des choses traumatisantes, il y a un mécanisme naturel qui se met en place, qui est le refoulement. Et donc le refoulement, soit il y a deux façons seulement de refouler. Soit on refoule le souvenir, ce qui s'est passé, les images, et il reste une émotion qu'on ne sait pas à quoi attribuer et qu'on va attribuer à quelque chose qu'on peut fuir, et ça va se manifester par des phobies. Ou alors le refoulement qui consiste à refouler l'émotion. Donc l'émotion, elle est déconnectée du souvenir, et à ce moment-là, on entend des personnes qui vont raconter quelque chose sans aucune émotion. Et là, on sait qu'il y a refoulement. Donc effectivement, il va falloir aider la personne à reconnecter les deux pour pouvoir justement empêcher qu'il y ait des troubles associés, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a refoulement, comme on est un être, nous sommes des êtres d'expression, on a besoin d'exprimer. On peut pas maintenir, si tu veux, ce qu'on maintient refoulé va nous pourrir la vie indirectement. C'est comme une gangrène. Et ça va s'exprimer d'une façon détournée, souvent par les mots du corps. On est des êtres d'expression et on fonctionne par symbole. L'inconscient fonctionne par symbole. Tout est symbole. Les mots sont symboles, les actes sont symboles, que ce soit l'écriture ou le parler, tout est symbole. L'art, tout ce qui est expression, musique, théâtre, peinture, tout ça, ce sont des symboles, c'est de la sublimation. Et les mots du corps, MAUX, sont des symboles aussi. On symbolise à travers le corps quand on ne peut pas exprimer autrement. Même dans le sport, on peut exprimer symboliquement. Par exemple, on va les démolir sur le terrain, on va les écraser, etc. Enfin, on peut évacuer de l'agressivité, de la violence sur le terrain d'une façon saine, sans se nuire et sans nuire à autrui d'une façon directe. Donc, effectivement, dans mon approche, il y a tout le niveau émotionnel. On est souvent dépassé par nos émotions. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Ne pas fuir les émotions, mais apprendre à faire avec d'une façon saine, qui ne soit pas nuisible, ni pour soi ni pour les autres. Ça, c'est hyper important, parce que tout le monde est confronté aux émotions.
on en éprouve tout le temps. Il y a toujours des facteurs qui vont influencer notre état d'être et donc les émotions. Par exemple, je sais pas si tu connais les théories de l'immaturité relationnelle de Serge Doumois. Immaturité relationnelle, ça me parle. Cet ouvrage en particulier, je ne connais pas. En fait, c'est une page. C'est un monsieur qui écrit souvent je veux dire, j'en vois passer une fois par semaine. Et souvent, il décrit des comportements que j'ai parfois, qui m'arrivait d'avoir. Et on est tous plus ou moins immatures émotionnels. Parce qu'en fait, on a tous des moments où il y a toujours des situations qui nous font régresser. Il y a toujours le petit enfant intérieur, le petit enfant blessé en nous qui se réveille à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va réactiver justement des micro-traumatismes ou des choses qui ont généré des conflits quand on était petit. On a été un peu conditionné par ça. Donc on a toujours des restes. Donc en fait, c'est bien de connaître sa propre histoire et de remonter le fil pour comprendre ce qui nous a blessés et pouvoir travailler dessus. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on guérit jamais les blessures, mais on apprend, une fois qu'on se connaît bien, on sait où sont nos failles et on peut gérer. C'est-à-dire quand on va être confronté à telle et telle situation, à partir du moment où on est conscient de l'émotion qu'on éprouve, déjà on prend du recul et on peut faire quelque chose avec. Et ça peut devenir constructif, ça peut être source de créativité. Par exemple, tout peut être un frein ou un moteur, que ce soit la colère, l'ego, tout peut être un frein ou un moteur. Donc en fait, il faut pas. Moi, mon principe, c'est de ne rien. Pour moi, il n'y a rien de foncièrement négatif. Ça dépend ce qu'on en fait. Voilà. D'accord. Oui, on va revenir sur l'épigénétique. Donc en fait, je disais tout à l'heure qu'on a été conditionné. En fait, il est bien évident quand les gens pensaient que la Terre était plate, ils n'avaient pas la même perception du monde que quand ils l'ont imaginé en 2 dimensions. Et puis on est passé à la 3D et peut-être qu'on va passer à la 4D et on verra le monde différemment. Et on est pareil en fait pour la génétique, parce que le dogme central de la biologie jusqu'à présent s'est appuyé sur le déterminisme génétique. C'est la croyance que le vivant est régi par les gènes, mais à sens unique. Comme si le gène peut régir le corps, mais sans envisager que l'environnement, l'intention, l'état d'esprit, les sentiments, les croyances, ce que nous mangeons même, et en fait tout, même tout ce dont on se nourrit, en fait peut modifier le code génétique. En fait, ça c'est la nouvelle approche épigénétique, puisqu'en fin de compte, on s'est rendu compte que c'est pas effectivement le code génétique influence le corps, mais quand quelqu'un dit c'est génétique, qu'est-ce qu'on entend? On entend c'est irréversible. Or, ils se sont rendus compte que même si le code génétique influence, l'enveloppe de la cellule influence aussi. Et donc ça c'est à l'échelle de la cellule, mais à l'échelle du corps entier c'est pareil, c'est-à-dire que ce que l'on est influence en partie c'est notre fonctionnement, mais l'environnement extérieur influence aussi l'intérieur. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est ça aussi l'épigénétique, c'est de penser autrement. C'est-à-dire que c'est pas du sens unique, ça marche dans les deux sens. Ça rejoint beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de débats aussi entre l'inné et l'acquis. Et on se rend compte que pareil, c'est pas seulement ce qui est inné qui joue, mais aussi ce qui est acquis, c'est-à-dire l'environnement, l'éducation, la culture. Tout a une influence sur l'expression des gènes et l'expression de ce que l'on est. Voilà. Et les recherches actuelles démontrent, par exemple, que les émotions positives détendent le gène au cœur de chaque cellule du corps humain et qui provoquent des effets positifs sur l'immunité. Une grande découverte pour notre médecine occidentale, alors que ça fait plusieurs millénaires que nous avions, d'autres cultures avaient admis et étaient ancrées dans cette vision-là, avec chacun peut-être des interprétations peut-être un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, en 2014, c'est une nouveauté pour la médecine
la médecine que nous connaissons actuellement. Bah, le problème, c'est que la médecine qu'on connaît, elle prend le corps physique comme une mécanique et elle a du mal à appréhender le principe de l'auto-guérison, puisqu'en fait, voilà, nos médecins sont des prescripteurs. Donc à tel mot correspond tel médicament, telle molécule chimique. Donc c'est un peu là c'est un peu difficile de percer pour cette nouvelle science, puisque en fait elle se heurte à une façon de fonctionner notre système de santé et de la croyance des gens qui l'entrave complètement. Bah, je t'avoue que pour moi, c'est aussi une notion nouvelle, pour laquelle, actuellement, moi, je veux dire, j'ai la chance et la malchance, de me retrouver au chômage à essayer, justement de lancer, voilà, j'ai eu aussi mon vécu, mais quelque part, pour moi, ça a été une chance de pouvoir, me remettre d'aplomb, remettre les compteurs à zéro, vivre dans une autre, comment dire, dans une illusion différente de celle que j'ai connue auparavant. J'ai connu, sans rentrer dans les détails, j'ai connu tout ce qui fait qu'on peut être bien au niveau de la société, et j'ai connu l'idée d'être considérée par beaucoup de gens comme une paria de la société, alors que j'avais rien fait. Et en moi, ça a suscité beaucoup de questions. Et comment faire face à ça, comprendre comment fonctionnent les gens, comment moi je fonctionnais. Ça m'a amené à me poser énormément de questions. Et aujourd'hui, je m'intéresse à cette vision-là. Sincèrement, c'est tout un cheminement d'événements qui m'ont amené moi à changer. Et je peux concevoir que les notions que tu abordes aujourd'hui puissent je dis pas la majorité, mais chez quelques personnes susciter une certaine incompréhension. Oui, bah oui, on est conditionné par un mode de pensée, et rien ne, enfin, je vais citer Einstein qui disait que rien ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et en fait, on le vérifie bien aujourd'hui avec la biologie épigénétique. Des mutations par développement voilà, il y a plein de nouvelles aussi, de nouvelles thérapies qui voient le jour, mais qui sont pas encore connues, et les gens n'osent pas, parce que il y a des thérapies. Maintenant, on sait qu'on peut mesurer les ondes, et que chaque type de maladie a une longueur d'onde. On peut même scanner un corps et résoudre l'harmonie des ondes pour supprimer la maladie. C'est quand même un nouveau courant, et c'est pas encore comment dire, tant que les médecins, enfin les facultés de médecine d'abord, parce que la façon d'enseigner la médecine joue beaucoup. C'est-à-dire que tant que eux ils vont pas se remettre en question, il n'y aura pas encore assez de médecins qui vont mettre ça en pratique, et donc il n'y aura pas encore la confiance des gens, parce qu'en fait il faut effectivement, les gens ils ont confiance quand il y a une blouse blanche. Donc voilà, quand c'est des thérapeutes non officiels, ça a moins ça suscite plus la méfiance aussi. En même temps, il faut renier aussi l'existence de charlatans. Oui, tout à fait. Je veux dire, les médecines, qu'on peut dire, qu'on peut appeler actuellement dites parallèles, sont souvent, voilà, je pense sincèrement qu'il y a des manières de soigner les gens. Il y a aussi des médecins qui sont limite charlatanciens. Aussi, mais on les voit pas parce que ils sont eux ils sont reconnus par la sécurité sociale. Aussi par l'ordre des médecins.
Mais bon, il y a d'autres fléaux, hein. Par exemple, en modifiant les gènes des aliments agroalimentaires, jouent les apprentis sorciers, hein. Il y a d'autres facteurs, en fait, qui modifient notre génome d'une façon non souhaitée et qui peut avoir des effets très négatifs. Comment parer à ça? Parce que c'est, je veux dire, que j'ai 1 heure pour faire mes courses. Et déjà, je trouve, j'ai de la chance parce que j'ai le temps. Comment réussir à décrypter déjà les étiquettes C'est sans... vraiment un gros problème parce qu'en fait, ils sont tellement puissants, les agroalimentaires, que ils dépensent des fortunes dans les lobbies. Et puis ils sont là pour désinformer. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait qu'il y ait de plus en plus de gens qui informent. Parce qu'en fait, nous, on va contre la désinformation et on fait du contre-lobby. Donc on fait un lobby dans l'autre sens pour que les gens soient informés. Parce qu'en fait, on est effectivement, il y a plein de comment dire, ils ont plein d'atouts pour tricher. Les lois sont faites dans leur sens. Par exemple, quand on a dans un produit, on croit qu'il y a 0% d'OGM. En vérité, quand le label 0% d'OGM signifie qu'ils ont le droit d'en mettre au moins 1%. Quand il y a plein de choses dont ils n'ont pas l'obligation de mettre sur les étiquettes, tout est fait pour protéger leur business. Donc, parce qu'en fait, la priorité numéro 1, c'est les priorités à court terme économiques. Donc, c'est vrai que on n'est pas bien défendu, même au niveau de la pharmaco, on n'est pas bien défendu. Donc, j'espère que ça va évoluer quand plus les gens seront informés et plus voilà, parce qu'en fait, là où on a le pouvoir, c'est que nous, on décide, on achète. Et si on n'achète plus certains produits, ils sont obligés de s'adapter et de nous proposer autre chose. Alors, voilà, pour passer à travers, l'idéal, c'est de manger le plus de produits bruts. Des produits qui n'ont pas été conditionnés, des produits qui n'ont pas été modifiés, où il n'y a pas d'additifs, où il n'y a pas... Déjà, c'est la première chose. Mais bon, le problème, c'est que les gens, maintenant, ils ont perdu l'habitude de faire eux-mêmes à manger, ils n'ont pas le temps, ils préfèrent acheter tout prêt, etc. Et c'est doublement dommageable parce que, en fait, dans le faire à manger, quand on découpe les légumes, quand on reste en contact avec la terre, avec la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, les gens ne se rendent pas assez compte, c'est primordial pour se sentir bien, pour rester connecté à notre être et rester connecté avec la terre, avec la nature. Toucher les aliments, les couper soi-même, ça a l'air tout bête. Ça a l'air complètement con quand je dis ça, mais ça, je vous garantis que ça a un effet sur notre bien-être. Voilà, pour rester connecté avec la nature et la réalité, et puis participer à sa santé. Donc j'ai fait un article aussi qui est hyper intéressant sur le blog sur l'engrenage terrible sur ce qui produit du mal-être, justement parce qu'en fait notre hormone du bien-être, c'est la sérotonine. Et elle est fabriquée par nos intestins à 85%. Et en fait, justement, le mal manger, la malbouffe, tout ce qui est pré-préparé, ça va à l'encontre de notre système intestinal et ça crée des effets en chaîne et notamment notre déficit en sérotonine. Et puis après, c'est vicieux parce que quand on manque de sérotonine, on cherche des petits shoots de plaisir. Dans les addictions, on a des envies de sucre et on a des envies de gras, parce que le corps réagit en nous poussant à aller chercher du plaisir éphémère pour pallier au manque de fuel de sérotonine. Et du coup, voilà, c'est un engrenage, on entretient le mal-être. Et qu'est-ce que ça fait quand on manque de sérotonine? Alors ça a été démontré par plein d'expériences. Donc, par exemple, on se rend compte que celui qui a un déficit de sérotonine, il est anxieux, il a peur, il manque de confiance en lui, il est déprimé, il a des troubles du sommeil. Donc voilà. Donc là, ça c'est capital, c'est-à-dire que alimente l'autre en fait. Le manque de sommeil donne faim quand ouais, c'est un cercle vicieux infernal. Donc le premier conseil fondamental que je pourrais donner, c'est de prendre vraiment soin de ce qu'on mange, mais de sa flore intestinale,
alors non pas en prenant des probiotiques et machin, ça c'est des conneries, parce que ça rend le corps dépendant à des substances extérieures. Non, il faut les fabriquer soi-même. Et donc il faut donner à son corps les bonnes choses pour qu'il puisse détruire les mauvaises bactéries et renforcer les bonnes. Parce qu'en fait, dans notre intestin, on a des bonnes et des mauvaises bactéries qui vont prendre différentes proportions selon ce qu'on lui donne à manger. Donc il y a des plantes qui aident à la production de la sérotonine, mais il y a aussi des légumes et des fruits, etc. Donc pour trouver les bons aliments et pour rééquilibrer tout ça. Et je vous garantis que ça marche parce que moi je suis t'es toujours là? Oui. Parce que j'entendais plus rien. En fait, voilà, moi aussi, comme tout le monde, j'ai eu des passages difficiles dans ma vie, des ruptures d'équilibre, des crises, etc. Et ça a un intérêt en fait de passer par des crises parce que des fois ça nous fait rebondir autrement. Voilà, du coup on se transforme. Il y a aussi un terrain, Sophie, quelqu'un qui n'a pas eu, une personne qui n'a pas eu dès l'enfance des habitudes alimentaires. On peut se par exemple, ça. Par exemple, oui, mais je veux dire, moi j'ai vu des gens aller vers des régimes complètement suicidaires. Je suis contre les régimes. Moi, je suis pour manger mieux. Oui. Les régimes, c'est un engrenage aussi. Mais tout est aussi une question de base alimentaire. À la maison, on mangeait de la viande, des légumes, les épinards, on devait les manger. Tout ce qui, voilà, les carottes, on devait pas, c'est aussi une habitude qu'on nous a je veux dire, une fois, j'ai regardé une publicité il y a pas d'éducation familiale parce que il y a les lobbies agroalimentaires conditionnent les populations. On nous a fait croire que le lait c'était c'était indispensable pour la santé, alors que le calcium du lait est bien moins assimilé que le calcium végétal. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à des dérives alimentaires complètement loufoques, où j'ai déjà vu des gens qui avaient supprimé les féculents de leur organisme, de leur régime, de leur. Parce qu'il y a le gluten qui pose problème maintenant parce que la farine est dénaturée, parce que tout est raffiné. C'est un problème aussi. Tu vois, il y a beaucoup de causes de problèmes aussi qui sont liées à l'industrie agroalimentaire. On favorise on favorise la consommation de viande. En fait, la viande, il en faut pas trop. Et moi, je suis pas végétarienne, je suis pas contre la viande. Mais les gens en mangent beaucoup trop et c'est préjudiciable pour la santé. Il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui est raisonnable pour un adulte en bonne santé? Qu'est-ce qui est raisonnable comme ration de viande par semaine? À peu près. En fait, alors déjà, la première chose, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la viande et qui ont du mal à s'en passer, la première chose que je recommanderais, c'est de pas en manger plus d'une fois par jour et de pas en manger le soir. Bon, j'ai tout faux alors. Voilà, donc ça c'est la première chose que je recommanderais. Déjà, quand on passe cette étape-là, c'est une bonne étape pour après, on peut petit à petit s'habituer à manger la viande. Moi, perso, je suis passée par une étape où je mangeais une fois par semaine de la viande rouge seulement. Et puis en fait, on se déshabitue. Moi, maintenant, j'éprouve plus. De temps en temps, j'ai envie parce que, alors je sais pas si c'est une envie qui est liée à un besoin aussi de mon corps. Je sais pas. De temps en temps, nous les filles, on a peut-être besoin de faire. Oui, voilà. Donc moi, je vais pas, je suis pas extrémiste, donc je ne bannis pas la viande. Mais de temps en temps, je mange une tranche de foie de veau. Parce que ça apporte aussi des nutriments qu'on trouve pas ailleurs. De temps en temps, voilà, je préfère acheter moins de viande mais de la bonne qualité. Voilà, de temps en temps, je vais chez mon boucher que je connais, donc je connais la provenance de la viande, etc. Donc je vais prendre des bons steaks ou un bon roast beef, peu importe. Et sinon, de temps. Alors c'est pareil, leur viande blanche elle est tellement dénaturée aussi maintenant. Voilà, il vaut mieux en consommer qu'une fois par semaine, mais de la bonne, quoi. Voilà, je sais pas, les gens, on est conditionné à avoir tout le temps maintenant et à abuser de tout. C'est pas bon pour la santé, c'est même pas bon pour l'environnement. Alors on va pas rentrer dans un comment dire, on va rester dans l'informatif auprès des gens. Et en tout cas, si tu veux, je dirais voilà, faut en consommer moins. Première étape. Donc s'ils arrivent à en consommer qu'une fois par jour, déjà c'est pas mal.
Oui. Je connais quand même pas les gens qui consomment 2 fois par jour. Après, il y a d'autres alternatives. Pour ne pas manquer de protéines, on sait que les légumineuses avec les céréales associées créent une protéine. Donc quand on met par exemple du riz avec des haricots rouges ou enfin une céréale et un légume sec, bah voilà, ça fait un apport en protéines. Je ne conseille pas le tofu, surtout pas. Voilà, pour ceux qui veulent être un peu plus végétariens, ça sert à rien à mon sens d'être végétarien, je pense pas. Moi je Enfin, ne là, chaque je pense, je veux dire, je suis ouverte à toute forme d'idéologie. Il y a des gens qui refusent la souffrance animale. Oui, tout à fait, ça, je conçois. Je ne. Si tout le monde était modéré, on souffrirait, il y aurait moins on n'arriverait pas dans toutes ces aberrations d'industrie, justement l'industrialisation de l'animal. C'est vrai que c'est horrible. On n'en serait pas là si les gens n'en mangeaient pas autant. Ça mange trop. On va essayer de revenir un petit peu sur l'épigénétique. Donc moi, ce que j'en ai compris en fait, c'est voilà l'idée selon laquelle nous avons une base génétique qui est déjà influencée par tout ce qui est croyance populaire, culture, déjà avant d'être créée. Je veux dire toutes les guerres, les peuples, les peurs qui sont déjà ancrées dans une culture, on les a déjà presque dans les gènes. Une fois on a Une mémoire tout. cellulaire, ouais. En fait, dans chaque cellule, chaque cellule comprend toute la mémoire cellulaire. Notre histoire est plus que notre histoire personnelle. Notre histoire est l'histoire de là où on vient, ouais, en fait. Ouais. Il y a tout dans une cellule, il y a le code de tout. Et donc, en fait, quand on se modifie soi-même, quelque part, tout est relié, on modifie toute la destinée de l'humain. Chaque être qui tend à se transformer participe à la transformation de l'humanité. Et ça rejoint complètement l'esprit taoïste qui considère que nous sommes le microcosme dans le macrocosme. Là, ce que j'essaie en fait avant de rentrer dans les détails, moi, ce que j'essayais d'expliquer, ce que j'ai compris de l'épigénétique, bah, disons que notre ADN nous est propre. On a chacun un ADN différent, sauf quand on est on a un vrai jumeau. Et ensuite, l'expression de chaque partie de nos gènes est influencée par notre alimentation. Voilà, le milieu, tout ce qui nous nourrit. Mais en fait, là où il faut changer notre façon de voir, c'est ce qui nous nourrit, c'est pas seulement ce qui est alimentaire. Effectivement, ça joue. Ce dont on se nourrit en termes d'aliments comestibles, mais ce dont on se nourrit, c'est-à-dire nos croyances, nos pensées, nos connaissances, ce à quoi on s'intéresse, tout ça va aussi modifier nos gènes. C'est fabuleux. Nous avons certes notre patrimoine génétique, mais il est aussi influencé par la façon dont on l'utilise. Oui, puis ce en quoi on croit. C'est-à-dire que quelqu'un alors justement, c'est malsain, parce que quelqu'un, quand on lui dit, c'est génétique, et que dans son esprit, c'est incurable parce que c'est génétique, on peut rien faire. À partir du moment où on est convaincu qu'on peut rien faire, il se passera rien. Donc, c'est hyper important que les gens comprennent que justement rien n'est immuable. Alors évidemment, on aura toujours des gens qui viendront me donner des exemples. Il y aura toujours des exemples où effectivement on n'a rien pu faire, etc. Mais il y a aussi plein d'exemples où il y a eu entre guillemets des guérisons inexpliquées, etc. Donc de toute façon, on peut nourrir les débats dans les deux sens. Donc chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais il y a des conséquences. Selon quoi on croit, il n'y a pas les mêmes résultats. Donc voilà. Ça, il faut y penser. Et ce qui a énormément influencé la génétique qui est maintenant dépassée, c'est l'influence darwiniste. Parce qu'en fait,
alors malheureusement c'est pas le premier qui avait fait des thèses sur l'évolution, c'était pas Darwin, c'était Lamarck, et il avait une approche beaucoup plus beaucoup plus coopérative entre les espèces. Et malheureusement, quand Darwin a repris les travaux de Lamarck, parce que Lamarck il s'est fait lyncher en fait quand il est arrivé avec ses idées, c'était trop tôt, et voilà, il a pas été, il s'est fait lyncher par les autres scientifiques. La croyance selon laquelle l'espèce humaine est supérieure à toutes les autres. C'était très religieux aussi à l'époque, donc ça remettait en cause les dogmes religieux, donc forcément c'était pas encore assez ouvert. Donc en fait, les êtres vivants, ce qui en a découlé, c'est que les êtres vivants sont perpétuellement engagés dans une lutte pour la survie. Et donc lui, il parlait surtout de lutte et de rivalité, la loi du plus fort, etc. Et ça a beaucoup influencé la mentalité des humains, puisqu'en fait la loi du plus fort, c'est un peu ce qu'on vit actuellement, alors que selon Lamarck, lui, il démontre que justement la coopération entre les espèces a permis aussi l'évolution. C'est pas simplement la lutte des espèces. Effectivement, il y a une forme de lutte pour la survie, mais qui peut être aussi dépassée. Souvent, c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, c'est quelque chose qui est. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme palpable souvent chez des gens. Et souvent, on m'a fait ressentir que le fait d'être coopératif, d'être serviable, ça constitue pour beaucoup de gens une agression. Comme quelque chose. Il se méfie parce que c'est tellement pas. On est tellement dans une société de chacun pour soi et Dieu pour tous entre guillemets, qu'effectivement quand quelqu'un est dedans, il y a une méfiance. Il dit tiens, qu'est-ce qu'il me veut, et il cherche quelque chose. Et... C'est vrai. Souvent, et je m'aperçois que beaucoup de gens ont je sais pas, une attirance pour le phénomène du gourou, c'est-à-dire une personne qui va être au départ très séductrice, qui va... Ah oui, il se méfie d'être embrigadé dans un courant. Oui, c'est vrai qu'il y a l'espèce de phobie des sectes aussi. Non, quand on a des idées un peu en marge... Il y a à la fois une phobie, mais en même temps, on sent que les gens sont attirés par ce type de personnes. Enfin, je ne sais pas... Il y a ceux qui en ont peur et ceux qui sont attirés, À partir du moment où on a des idées en marge, on passe pour un illuminé, et puis quand on passe pour un illuminé, j'ai l'impression que les gens nous voient comme un gourou. Alors en fait, donc selon Lamarck, les organismes acquièrent et transmettent à travers les gènes des adaptations nécessaires à la survie dans un environnement qui change perpétuellement. Donc là on parle c'est en termes d'adaptation, mais c'est pas une adaptation en termes de lutte pour la survie, la loi du plus fort et les autres s'éteignent. Et ça a été un conditionnement. Ça a été une illusion qui va peut-être courir à notre perte, quoi. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau sociétal et au niveau des recherches, au niveau de la science, au niveau de la santé, au niveau médical, etc. Donc aujourd'hui, la coopération dans la nature est davantage observée. Ils ont repris, ils se sont rendus compte que Lamarck l'avait déjà souligné et que malheureusement Darwin ne l'a pas bien repris. Et on s'est Sophie, je te coupe, on est à 1 heure d'émission, on va essayer d'abréger pour réussir à finir dans les temps. Tu veux que je revienne sur les peurs? Moi en fait, ce dont tu évoquais là, la théorie de Lamarck, je trouvais ça justement très intéressant. Et je regrette actuellement, mais on dirait c'est presque une comment dire, une idéologie nouvelle, quoi, alors que c'est beaucoup plus ancien. Une autre façon de regarder. En fait, mais c'est tellement important. Et ça va avec, ça va tout changer, même le fait qu'on prenne des médicaments pour tout guérir,
Ça c'est censé évoluer. Chaque fois qu'on introduit un médicament dans l'organisme pour corriger la fonction A, il perturbe inévitablement les fonctions B, C et D, et donc on va prendre d'autres médicaments. Et c'est un effet en chaîne. C'est un mauvais principe. Voilà, ce sont pas les hormones qui activent les gènes et les neurotransmetteurs qui contrôlent nos corps et notre esprit, mais ça marche dans les deux sens. Ce sont nos croyances qui contrôlent aussi beaucoup ce qui se passe. Il y a aussi le phénomène de rééquilibrage qui, comme tu évoquais tout à l'heure, qui peut être aidé par le réancrage, certaines techniques de relaxation. Oui, moi je parle du principe qu'il faut travailler sur le physique, sur le corps, sur l'esprit et sur l'énergétique, les trois en même temps, pour avoir des résultats plus efficaces, voilà. Et surtout garde à l'esprit que ce sont malheureusement il faut bien réfléchir à nos croyances. Parce que malheureusement ce sont nos croyances on parle de croyances limitantes, qui ont un impact, qui ont le plus d'impact négatif sur nos vies et sur notre état d'être. Donc, bien, je te remercie beaucoup pour ton intervention de ce soir. Donc, on parlera des peurs une prochaine fois, parce qu'on avait prévu. On se calera un moment pour justement en parler. Donc, je rappelle le titre de ton blog, Créer son bien-être. Donc, créer-son-bien-être blog. blog 4ever.com. Voilà. Et tu es aussi disponible sur Facebook et tu es aussi l'initiatrice de la journée mondiale pour le changement et la solidarité, c'est ça? Oui, voilà. Donc on a reconduit, il y a eu des regroupements le 22 juin dernier, et on a reconduit pour l'année prochaine en espérant qu'on sera encore plus nombreux. Voilà. Bah je pense qu'avec la société actuelle, il y aura de plus en plus de gens qui vont se réveiller. Ouais. Bah oui. Je vois actuellement sur YouTube qu'il y aura bientôt il y a une prochaine crise économique à l'horizon. Espérons que d'autres gens qui, comme moi, ont... J'ai regardé dernièrement le film Le Capital, qui en fait c'est pas mal illustré. En fait, on voit bien l'esprit des gens qui nous dirigent. C'est comme des grands enfants qui jouent avec un Monopoly géant. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était très réaliste. Donc je vous conseille le film. Le Capital. Le Capital. Ouais. C'est un film français, américain? Un film français. D'accord. Avec alors je sais plus comment il s'appelle l'acteur. C'est l'humoriste. C'est un humoriste qui a les yeux bleus, qui a les cheveux un petit peu frisés. Gad Elmaleh, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça. Bah voilà. Donc. Il joue bien dedans. Le film est bien. Donc merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi. Avec plaisir. On se retrouve, j'espère, bientôt pour une autre émission. Volontiers. Et voilà. C'est une grosse bise.